J'aperçois donc Loïc Liétard à mon extrême gauche. Vous êtes président de Greenwaves, une start-up qui développe des processeurs énergétiquement très sobres pour des objets alimentés sur pile. Et pour ce faire, vous vous appuyez sur un projet qui, lui, est open source. On prononce Pulp ou Pulp ? Pulp, voilà. Donc pour vous, l'open hardware, c'est déjà votre réalité. Alors je regarde qui est à mes côtés. Sylvain Guillet, donc vous êtes cofondateur, directeur général et CTO de Secure IC, une PME d'environ 80 personnes, c'est bien cela, dans le domaine de la cybersécurité embarquée. À ma droite, à présent, donc je reconnais donc au fond Bertrand Castagnier, directeur général du CATI. On vous avait vu aux Assises 2019, vous étiez un des nominés des trophées de l'embarqué. Un des lauréats, en plus, que nominé, c'est même mieux d'ailleurs. Voilà. C'est une association, donc le CATI, dont la mission est de transférer des technologies du numérique vers les PME et les ETI, notamment via cette plateforme Citron dont on avait parlé lors de ces assises 2019. Le CATI, c'est environ 50 personnes, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est 50 personnes. Et notamment des ingénieurs et dans vos effectifs? Oui, uniquement des ingénieurs et des docteurs, enfin, en plus avec la partie administrative, bien sûr, mais notre mission, c'est vraiment de participer au projet, de créer des briques, de les transférer vers les PME-ETI. On en parlera donc longuement dans cette table ronde. Et enfin, donc, à ma droite, Jérôme Quevremont. Vous travaillez depuis quelques mois, depuis un an, je crois, c'est ça? Depuis un an chez Thales Recherche et Technologies. Absolument. Vous pilotez donc les projets autour. Alors, on a eu un débat avec Sandrine il y a quelques instants. Risque 5 ou risque 5? Est-ce qu'on le francise? Moi, je ne le francise pas. Bon, ben, c'est ça, voilà. On a eu ce débat il y a quelques instants. Et de l'open source hardware. Vous êtes également actif dans différents groupements transverses, notamment donc RISC-V International et Open Hardware Group. C'est bien cela? C'est cela. Absolument. Et je vais commencer donc avec vous, Jérôme, d'ailleurs, sur on va planter le décor avec une phrase que j'ai reprise de Cédric Demeure, le président d'Embedded France. L'open source permet de ne pas dépendre d'un fournisseur ou d'une décision politique. Elle a d'autres atouts. Son aspect collaboratif permet d'aller plus vite et plus loin dans l'innovation. Vous qui travaillez dans des secteurs à la fois très sensibles, mais qui ont un vrai essor spatial, aéronautique et la défense, que pensez-vous de cette citation ? Je suis tout à fait d'accord. Thales, traditionnellement, sur la souveraineté, était chahuté sur ces domaines de défense, aéronautique, spatial. Et puis on a vu arriver les taquineries de Donald Trump envers Huawei. C'est bientôt fini, hein. Enfin, peut-être pas les taquineries, hein, mais oui. Mais en 2024, il y aura à nouveau une nouvelle élection et les décisions de choix de technologie sont des décisions à long terme. Donc, on se satisfait beaucoup de ce qui va se passer demain, mais il faut envisager l'avenir. Et puis, au-delà du sujet souveraineté, export, est-ce que je peux exporter, est-ce que je peux importer une technologie, l'open source est aussi une voie de regagner une souveraineté technologique, de maîtriser notre destin, de faire des choix technologiques basés sur l'open source, qui tiennent nos besoins en compte. On parlait de l'Open Hardware Group, on porte un processeur qui s'appelle Ariane ou CVA6. Il y a une instruction pour la sécurité et la sûreté de fonctionnement qui a été rajoutée par un des membres. Si vous allez dans une concurrence propriétaire, vous ne serez pas autorisé à ajouter une instruction. C'est bien ça. Donc voilà, le cœur, c'est éviter les écueils des accords de licence propriétaire. C'est vraiment le principal avantage. C'est un des avantages principaux, oui. Dans nos échanges il y a quelques jours, vous me disiez que vous voyez l'open source comme un accélérateur de coopération et d'innovation entre les différents acteurs. C'est votre point de vue? Ah, tout à fait. Si vous travaillez dans un domaine propriétaire, il faut mettre en place des accords de licence, des accords de non-divulgation. Et puis quand vous voulez aller travailler avec un centre de recherche, il faut orchestrer tout ça. Et c'est horriblement compliqué. Dans l'open source, on décide qu'on utilise telle technologie l'après-midi. Tout le monde l'a sur son bureau. Cette vision des choses, Loïc Liétard, vous l'avez donc aussi, cet outil de coopération. Vous avez la même vision des choses chez Greenwaves. Est-ce que le micro fonctionne? Le micro de Loïc? Vous m'entendez? Oui, ça marche. Oui.
Nous, on est né comme ça, donc oui, ça fonctionne. Ce qui me surprend quand même, c'est que finalement, on est très peu d'entreprises à voir le monde du risque 5 comme ça. Donc Thales, il y a une société qui s'appelle Esperanto aux États-Unis qui cherche à innover grâce à l'open source. La plupart voient une façon d'avoir... Je laisse de côté l'aspect géopolitique, qui est très vrai en Chine. Je pense que le succès de risque 5 en Chine est dû à ça. Voit juste la façon d'utiliser un cœur pas cher, sans royalties. Ça ne veut pas dire que ce soit gratuit. Et ce qu'on voit aussi dans les grandes entreprises, c'est que finalement, tout ce qui est processeur profondément embarqué, plutôt que d'aller négocier pendant des mois avec vos acheteurs, les avocats, ARM, etc., l'ingénieur prend un cœur et l'utilise. Dès qu'il s'agit de processeurs ouverts et accessibles à des tiers, c'est beaucoup plus difficile. Mais je pense qu'il y a un gap aujourd'hui entre l'idée qu'on se fait qu'effectivement on fait de la co-innovation avec des centres académiques, avec d'autres partenaires industriels. On n'a pas à négocier, on se met d'accord sur ce qu'on met en open source, on n'a pas à négocier d'accord de licence. Mais dans la pratique, on en est très très loin encore. Et je reprends un de vos mots il y a quelques instants, open, ce n'est pas free. Ce n'est pas gratuit, c'est important, bien sûr, parce qu'il y a plein de coûts. Il y a une petite économie, puisqu'on n'a pas besoin de donner, je ne sais pas, 100 ou 200, pour un petit microcontrôleur, 100 ou 200 000 $ à ARM. Mais tous les coûts induits autour pour faire un circuit ne sont pas évaporés pour autant. Votre point de vue, Sylvain Guillet, sur ce que l'on vient de dire, sur l'importance de l'open hardware, avec certaines limites dont on va parler, mais ça reste un outil de coopération pour l'innovation. Oui, en fait, un point important, c'est surtout sur l'aspect risque 5, c'est la standardisation des API, donc ce qui va permettre une interopérabilité et donc une facilité d'intégration de toute une chaîne de valeur, parce qu'aujourd'hui, l'embarqué, ce ne sont pas des objets tout seuls dans leur coin, ce sont des objets communicants. Et il est essentiel, alors dans mon métier de cybersécurité, de pouvoir mettre en place, bien sûr, de la sécurité embarquée à la fabrication, mais également de la sécurité qui sera opérée. Et donc pour pouvoir établir ce continuum en fait du chip jusqu'au cloud, effectivement, on a besoin d'avoir des interfaces qui sont normalisées, ouvertes, standards. Quand on a échangé il y a quelques jours, vous me disiez, je ne vois pas un levier fort de la part des puissances publiques, j'imagine que vous voulez dire françaises, et vous parliez plus d'un effort communautaire international à fournir. On est vraiment là, quand on parle de souveraineté, sur de la souveraineté plutôt de niveau européen, comme on en parlait avec Loïc Quentin il y a quelques instants. Oui, alors sur les leviers effectivement des puissances publiques et puis même de l'intérêt quelque part général de nos filières, ce qui me paraît extrêmement important, c'est de regarder, alors bien entendu, d'avoir un aspect boîte blanche. Donc effectivement, un système embarqué de confiance doit pouvoir être audité, donc ça c'est clair. Mais un autre point important, c'est que l'audit doit être tiers, donc il doit y avoir effectivement des schémas de certification qui sont indépendants. Et là-dessus, la France et l'Europe, avec l'ENISA, donc on a cette culture des critères communs qui permettent de mettre en place des schémas de validation sécuritaire en fait extrêmement transparents, extrêmement exigeants aussi. Et donc je pense qu'un des leviers en fait de souveraineté, c'est le contrôle de cette qualité de la cybersécurité, du management en fait des systèmes embarqués à distance, et avec donc cette audit, cette vision indépendante. Les risques, je vous redonne la parole, Loïc Liétard, les risques de fragmentation, ils sont importants de la technologie. L'avenir le dira. Oui, les risques, bien sûr. Bien sûr. Nous, on a participé au sein de Risque 5 à des groupes de travail pour faire évoluer le jeu d'instruction côté DSP, par exemple. C'est des processus longs et qui étaient plus longs que la vitesse à laquelle on a besoin d'aller. Donc, on est parti, on a fait ce qu'on pensait être bien, et donc on a fait une extension qui nous est propriétaire. Ça, c'est là. Alors ça, c'est un risque, mais c'est un risque industriel normal. Je pense que ça fait partie du jeu. Par contre, quand même, depuis... Nous, la société a 6 ans, ça fait 5 ans qu'on fait la promotion de circuit risque 5. À l'époque, une fois sur deux, je ne rentrais même pas dans la salle d'une réunion. Je n'étais pas ARM, je n'étais pas reçu. Maintenant, ça c'est fini. Donc plus personne ne remet en cause le fait qu'on ait un processeur risque 5.
Ce qui est énorme, Ouais. hein, c'est énorme. Et ce changement de mentalité, il est dû à quoi, selon vous? Bandwagon effect. Tout le monde a l'impression que... Et à mon avis, c'est aussi dangereux parce qu'on dit c'est de l'open source, donc finalement, il n'y a pas de contraintes géopolitiques. C'est pas testé. Et si demain... parce que c'est quand même bourré de technologie américaine. Si demain les États-Unis disent ah mais finalement ça vous avez pas à l'utiliser, ben on pourra toujours l'utiliser évidemment puisque tout le monde a le source, mais il y aura une refragmentation et je suis assez sceptique quant au futur d'un filon risque 5 européen par exemple. Je pense que très rapidement on devrait aller sourcer, peut-être tourner chez ARM ou autre pour avoir accès au marché. Parce qu'en fait quand même la grande valeur de ARM, il y a un coût, il y a plein de mais ils ont unifié le marché. Je me rappelle, avant que ARM n'émerge dans certains domaines comme l'automobile, comme le consumer, la première décision qui définissait finalement le marché accessible, et on devait le faire avant même que le marché existe, c'était de choisir l'ISA du processeur qu'on allait utiliser. Et donc souvent, notre SAM était 0 avant même d'avoir commencé à faire le produit parce qu'on avait choisi le mauvais cœur. On a oublié ça avec ARM. Hein. Donc la taxe qu'on paye à ARM, c'est aussi d'avoir un SAM qui est le TAM, hein, pour le faire simple. Donc il y a un vrai risque de fragmentation géopolitique, je pense, selon la façon dont les Américains vont jouer ça. Et face à ces risques, qu'ils soient de fragmentation ou autres, est-ce que c'est l'union qui fait la force? Est-ce que les groupements que vous présidez, notamment je pense à RISC-V International, est-ce que c'est un peu la solution pour que tout se passe bien dans ce monde de l'open hardware? Alors, RISC-V International normalise le jeu d'instruction, mais ne développe pas le cœur. C'est la Bible. Et ensuite, il y a deux grandes communautés open source autour des cœurs RISC-V. C'est la Chips Alliance, très tournée vers les États-Unis, et l'Open Hardware Group, dont je fais partie, très tournée vers le reste du monde. D'accord, donc voilà, on n'est pas au niveau forcément européen. Je reviens donc aux outils, aux leviers, donc je me tourne vers vous Bertrand, sur le côté, est-ce que ces transferts de technologie dont on parle, est-ce que c'est ce monde idyllique qu'on évoque aussi? Est-ce que tout est rose dans le monde de l'open hardware ou est-ce que c'est un peu plus complexe comme on l'a déjà vu lors des premières interventions? Alors moi, je vais me placer plus dans l'open source hardware, mais plutôt au niveau de la carte électronique. Et là, on parlait surtout des composants, de la microélectronique, et je ferai le constat qu'il n'y a pas vraiment aujourd'hui d'open hardware de niveau industriel. En fait, il y a beaucoup de porteurs de projets, en particulier les porteurs de projets qui ne sont pas électroniciens, qui ne viennent pas du monde de l'embarqué, qui choisissent des plateformes Raspberry Pi, Arduino, qui sont en fait des plateformes très intéressantes, très pratiques, qui amènent tout un écosystème qui facilite la prise en main et le développement de maquettes, mais qui ne sont pas du tout industriels. Donc beaucoup de porteurs de projets aujourd'hui, et j'en accompagne beaucoup en fait, utilisent quasi exclusivement des solutions de ce type-là, en pensant que c'est ces solutions-là qui vont leur permettre de développer des produits qu'ils mettront sur le marché. Alors ils ne vont pas jusque-là parce qu'à un moment donné ils s'en aperçoivent et il y a forcément de la casse. Mais il faudrait pouvoir leur proposer des choses qui soient de même nature, qui leur permettent de développer avec des choses préconçues, préconfigurées, des architectures qui auraient été aussi spécifiées. Mais si on se place dans ce domaine de la carte, dans un domaine industriel, il n'y a pas vraiment de solution aujourd'hui. Nous, on essaie d'en proposer modestement une, mais on est encore très loin des choses magnifiques qui se passent autour de la microélectronique et de RISC-V. Moi, je rêverais qu'il y ait effectivement une coopération qui se passe entre la recherche et les industriels pour avoir des communautés qui se créent sur des solutions qui sont industrielles. Votre solution, parlez-nous-en. Citron, on a essayé de se dire qu'est-ce qui manque en fait pour relier ces porteurs de projets qui utilisent des solutions qui sont pas vraiment industrielles pour développer leurs solutions. C'est essayer de garder le même concept de modularité et de proposer un open source des fonctions réalisées avec des schémas sur lesquels on a calculé les taux de charge, sur lesquels on s'est préoccupé de MC, sur lesquels on s'est préoccupé de fiabilité. C'est de leur donner des outils qui leur permettent de développer leurs solutions aussi vite, mais qui ne les enferment pas sur des choses qui seront inutiles parce qu'il faudra redémarrer n'étant pas industriel en fait.
Sylvain Guillet, rappelez-nous le cœur d'activité de Secure IC. Oui, donc Secure IC, en fait, un essaimage de Télécom Paris, donc 10 ans maintenant. Les composants électroniques de confiance, en fait, donc vraiment partant de cette excellence française en cybersécurité, donc effectivement la carte à puce, voilà. Donc 10 ans après, nous sommes devenus un opérateur de données de confiance en réalité. On est toujours effectivement les pieds dans le silicium. La racine de confiance nous permet d'établir en fait un lien privilégié puis une initialisation de confiance des composants. Mais en fait, à partir du déploiement de ces objets IoT, machine to machine, CPS comme on disait, ben en fait c'est que le début de l'aventure en fait. Donc le composant va faire face à des situations voilà, de menaces, d'attaques, voilà. Et donc il va falloir le monitorer, il va falloir le manager, le mettre à jour. Et éventuellement aussi le faire passer de main en main à travers la chaîne de valeur. Et jusqu'à en fait sa fin de vie, voilà. Donc le métier de Secure IC, c'est un métier alors hautement souverain puisque nous allons suivre le composant en fait de sa genèse jusqu'à donc sa fabrication, enfin en passant par sa fabrication, mais jusqu'à sa vie sur le terrain. Donc les quelques mots-clés pour Secure IC, garder le contact avec l'IoT dans un monde extrêmement complexe, donc certainement trop fragmenté, mais un monde effectivement qui est en fait avec des chaînes de valeur qui sont réparties, et donc notre raison d'être, j'ai envie de dire, c'est d'être les garants de la sécurité de bout en bout. Voilà. Et ça fait partie voilà, des valeurs fondamentales des technologies. Ça, voilà, il y a vous me disiez que dans l'embarqué, la valeur des technologies résidait dans ses propriétés finalement non fonctionnelles. Oui, exactement. Donc pour rebondir effectivement sur le thème de la table ronde, donc l'open a énormément de vertus, donc de transparence, de dissémination des technologies, d'appropriation, de personnalisation des technologies, etc. Maintenant, effectivement, dans notre monde de l'embarqué, ce qui fait réellement la différence, c'est la capacité à être donc sobre en énergie, la capacité vis-à-vis en fait de certaines contraintes opérationnelles d'être sûr et d'être robuste donc à ces attaques cyberphysiques, donc aussi bien en fait effectivement un adversaire qui viendrait s'emparer du système pour essayer d'extraire les données, les clés, d'essayer de le cloner, d'essayer d'utiliser des fonctions en fait en détournant l'opérateur, voilà. Et donc ces fonctions-là nécessitent au niveau de la mise en œuvre des technologies un soin énorme, beaucoup de métiers, un contrôle même sur les outils de mise en œuvre, les outils EDA, les compilateurs, voilà. Et donc on va nécessairement donner énormément de valeur sur en fait un produit à la fin qui non seulement assume sa fonctionnalité. Donc, à savoir, c'est un IoT qui mesure et qui envoie des informations au cloud, ou c'est un actuateur qui fait la même chose dans l'autre sens, mais qui, en plus de ça, en fait, sait s'adapter à toutes les contraintes opérationnelles. Donc là, vous me définissiez les vertus, qui veut parler, non pas du vice, mais des limites du système open source, Jérôme Quévremont. Oh, aïe. Va falloir que je fasse de la pub contre ma boutique. Les limites je dirais, dans l'open hardware, pour l'instant, c'est une question de maturité. On est dans une dans les premières étapes. Période, ouais. Alors, ce qu'on se dit dans l'open hardware, on regarde nos amis de Linux.
Linux, ça existe depuis plus de 15 ans. Ils étaient regardés comme des savants fous il y a quelques années. Maintenant, vous allez dans n'importe quel serveur, système embarqué, vous avez Linux qui est bien caché dans les entrailles du système. Donc c'est la même tendance, c'est une question de maturité des choses, quoi. Finalement, les choses viendront quand elles doivent venir. Oui, et il faut qu'on s'y implique. Il faut les provoquer aussi. Il faut les provoquer aussi. Et c'est pour ça qu'on pousse pour que, au niveau européen, avec un appui français, on puisse développer plus de participation dans l'open hardware en Europe et l'adapter aux spécificités du marché européen. Il y a une grande place de l'automobile, il y a le spatial. J'en oublie beaucoup. On a parlé de l'intelligence embarquée, les besoins IoT, les besoins Edge, et il y a des cartes à jouer côté européen. Et cet appui français, vous l'avez, que ce soit au niveau du gouvernement avec Cédrico et d'autres ministres qui seraient touchés par ce secteur, ou est-ce que c'est plus complexe que ça ? Là, chez vous, on est à Bercy. Hein. On a des discussions avec Bercy. C'est les premiers pas. Alors, mais Thales a déjà quelques financements européens. Ouais, donc voilà. Donc il y a quand même la coopération. Je me tourne vers un de vous deux. Je vous redonne la parole sur cette nécessité de la coopération au niveau européen. Vous avez la même analyse que Jérôme Quévremont ? Oui, tout à fait. Oui, au niveau de la carte électronique, où c'est plus mon domaine, effectivement, il y a aussi cette difficulté. Moi, l'intérêt de l'open hardware, enfin de l'open source en général, c'est de créer des communautés. Donc, dès qu'il y a une communauté se crée, on voit émerger beaucoup de valeurs. Effectivement, il y a des problèmes aussi en corollaire à tout ça, mais globalement, le bénéfice-risque est nettement en faveur du bénéfice. Donc, tout ce qui est favorable à la création de communautés, tout ce qui peut aider les entreprises et les laboratoires de recherche ou les associations comme celle que je dirige à travailler ensemble sur créer un environnement favorable à l'open source et hardware aujourd'hui, puisque c'est le sujet, c'est à pousser absolument. Question que je vais poser à vous, Loïc, sur la crise. On a beaucoup parlé évidemment de cette crise de 2020. Est-ce que vous diriez que c'est un facteur d'accélération de ce mouvement vers l'open hardware? Est-ce qu'on se dit que finalement c'est une des solutions ou pas? Ou est-ce qu'il y a eu aucun changement en 2020? Non, je ne vois pas de changement. Par contre, je voudrais rebondir sur la tendance open source. Il ne faut pas imaginer que du jour au lendemain, il suffit juste de sourcer, de décharger un cœur RISC-V plutôt que d'aller prendre une licence chez ARM. Il y a tout un savoir-faire collectif associé à ça. La puissance publique, comment financer de l'open source qui va bénéficier des Américains ou des Chinois, toujours la question. Pourquoi devrais-je faire ça? Des universités qui disent comment je valorise mon innovation puisque je la mets dans le domaine public. Et donc ça prend du temps. Ce qui veut dire que les premiers écosystèmes qui auront mûri cette façon de faire et comme il y a et c'est un peu la thèse, je pense qu'on est un peu tous d'accord, il y a une fabuleuse capacité de levier de l'open source en termes d'innovation, d'exploration. Je pense j'ai un collègue chercheur qui disait le nombre de papiers, la recherche dans les architectures de processeurs, c'était un truc qui perdait un petit peu d'intérêt. Ça a été multiplié, je crois, je voudrais vous donner un chiffre, mais peut-être en 5 ans d'un facteur 10 ou 100. C'est absolument RISC-V a juste relancé, parce que les académiques finalement se disaient maintenant ce que je fais, je peux le faire sur quelque chose qu'un industriel peut mettre en œuvre immédiatement. C'est même pas demain. C'est chez nous. Notre produit, c'est aussi un sujet de recherche et donc sur lequel il y aura des publications de l'ETH et de l'Université de Bologne. Et il y a zéro délai. Ça m'amène une question d'un de nos internautes. Est-ce que open source rime avec performance? Est-ce que c'est forcément plus performant, alors que ce soit peut-être en termes de recherche dans un premier temps, en termes d'application industrielle? Qu'est-ce que vous en diriez les uns et les autres? Je vous laisse la parole, Loïc Liétard. Je pense que dans le microcontrôleur qui est notre monde, où finalement les objets sont assez simples, le degré de maturité est tel aujourd'hui que ça ne peut être que mieux, parce qu'on peut je pense qu'un processeur de base à partir duquel on part pour faire nos architectures multiprocesseurs sont aussi performantes qu'une architecture ARM. Je pense que dans le très haute performance, les points de départ en open source ne sont pas encore là. Mais une fois que vous êtes là, après les capacités d'innovation architecturale sont infiniment plus rapides que ce que vous pouvez faire avec une base ARM.
ou MIPS ou d'autres. Je continue ce tour de table sur cette question d'un de nos internautes. Open source rime-t-il avec performance? Un témoignage tout à fait concret. Hein. Donc, les solutions SecurIC s'appuient sur une racine de confiance qui est en fait la plupart du temps intégrée dans des puces applicatives beaucoup plus grosses, mais qui en fait ne délivrent leur solution de connectivité qu'au travers toute une pile logicielle. Et là-dedans, je dois vraiment dire que notre time to market a été considérablement amélioré par l'usage, donc non seulement d'open hardware, donc effectivement RISC-V, SecurIC est aussi membre de RISC-V international, mais également de quantité de firmware open, voilà, et jusqu'aux couches de réseau open. Et donc, je peux dire oui, une performance quant à en fait, la livraison de solutions clés en main et maintenables. Une autre question nous est arrivée, je vais vous donner la parole, Jérôme Gavremont, pour y répondre. Ne faudrait-il pas d'abord qu'un standard puisse être créé avant de pouvoir voir l'open hardware se répandre? On en a commencé à en parler, cette question des standards. Qu'est-ce que vous en pensez? Le standard actuellement, c'est le RISC-V. Donc vous pouvez prendre à peu près n'importe quel processeur, cœur de processeur tournant sur le jeu d'instructions RISC-V. Et ça le restera, pardon, ou est-ce que d'autres standards peuvent voir le jour assez prochainement? Alors, on va avoir des standards au-delà du processeur. On va avoir de l'interconnexion entre les différentes briques de base. On va avoir aussi une standardisation de facto ou par des organismes de normalisation autour des couches logicielles qu'on va mettre au-dessus des processeurs. Je n'ai pas identifié le besoin d'un standard particulier à ce jour, mais c'est là, quand la communauté discute et réfléchit, qu'elle fait émerger ces besoins-là. Dans les deux groupements auxquels vous appartenez, cette question des standards ou cette question, donc, encore une fois, de la coopération, est-ce qu'elle est au cœur de vos débats et de vos objectifs? Alors, à RISC-V International, c'est de toutes les discussions. Est-ce qu'on normalise ou est-ce qu'on normalise pas, ou est-ce qu'on laisse le choix d'innover sur des solutions particulières, puisque c'est là où se place la normalisation de RISC-V. Donc, on en parle tout le temps. À l'Open Hardware, l'Open Hardware, contrairement à Chips Alliance, a choisi d'utiliser un certain nombre de technologies très répandu dans le monde de l'électronique, le langage système Verilog par exemple, les bus de type en bas, et ça favorise l'adoption par l'industrie. On a vu aussi des initiatives sur des langages un peu plus, certes peut-être un peu plus innovants, mais plus confidentiels. Le délai pour aller vers certaines industries peut être un peu plus long. Je reviens à une précédente question donc avec vous, Bertrand, sur l'open hardware est-il synonyme de performance, vous, à votre niveau? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense qu'il peut l'être s'il est bien traité. Oui, tout à fait. Il n'a aucune raison de ne pas l'être. Même il a plus de raisons peut-être de l'être que tout autre type de solution, parce qu'il laisse, il se concentre sur l'essentiel, et on sort un petit peu les contraintes qu'il peut y avoir sur peut-être l'historique qu'on peut avoir, ou les contraintes qu'on a liées à l'historique à être imaginatif et à créer des choses nouvelles. Donc il peut l'être, je pense, et enfin l'exemple du RISC-V alors, je ne suis pas un spécialiste du RISC-V, mais un des intérêts, c'est effectivement d'être reparti d'une feuille blanche pour retirer un peu tout ce carcan des architectures anciennes ou des solutions propriétaires anciennes sur lesquelles elles s'étaient bâties pour rechercher justement de la simplicité et de la performance, parce que la performance est quelquefois pénalisée par la complexité des solutions liées à un historique très, très compliqué. Il
nous reste, messieurs, 5 minutes. Je reviens donc à la question qui est la base de notre table ronde. Un enjeu de souveraineté. Qu'est-ce que vous en diriez? Est-ce qu'on est vraiment sur un enjeu de souveraineté ou pas? Pour répondre à la question, je vous redonne la parole directement. Bertrand. Oui, alors c'est un vaste domaine, mais c'est vrai que c'est sûrement une bonne piste en tous les cas pour essayer de gagner plus de souveraineté. Alors il y a des commentaires qui ont été faits ce matin qui sont très très pertinents sur le fait de l'indépendance. C'est impossible, c'est une utopie. D'être dépendant, c'est aussi pas acceptable. Et pourtant, on a vu... essayer de trouver une interdépendance qui faille que chacun ait besoin de l'autre et que au final il y ait quelque chose qui fonctionne que si tout le monde finalement reste dans la communauté. C'est ça qu'il faut arriver à viser, mais c'est très complexe. Et je rebondis ce que vous dites. Je vous laisse la parole, Jérôme Quevremont. On a vu cette crise, elle a quand même fait aussi, c'est la résurgence des souverainetés nationales ou parfois européennes, mais on a vu quand même un retour à certaines frontières, à ces notions-là. Est-ce que ça change quelque chose dans le domaine de l'open hardware? Est-ce que le monde reste ouvert tel que le disait Bertrand il y a quelques instants, ou est-ce qu'il y a quand même un sentiment de frontière qui à nouveau se crée? Dans l'open hardware, et du côté du RISC-V, il y a deux continents qui sont très actifs, l'Asie et la Chine surtout, et le continent américain, les États-Unis. La prise de conscience, elle est plus, je pense, européenne de ce besoin de souveraineté, et puis du besoin de rattraper ces deux continents. Ensuite, l'impact, je dirais, vous m'avez parlé de l'impact du Covid. On a déjà sur des outils numériques à distance et on avait l'habitude de coopérer, donc on a été renforcé dans nos modes de fonctionnement. Avant de conclure, encore une question. Je ne sais pas qui voudra répondre. Je vous laisse la parole, Loïc. Oui, pardon. Juste à propos de souveraineté, de retirer des verrous, ça ne peut que faciliter de la création d'interdépendance, parce qu'il y a moins de... Par contre, il y a quand même un serpent de mer, c'est les outils de conception. Ouais. Aujourd'hui, personne ne peut concevoir un circuit intégré sans passer sous les fourches codines d'une société américaine. Au minimum, en ce qui concerne maintenant CM1, de toute façon, c'est la technologie américaine, donc c'est pareil. Donc on peut se raconter tout ce qu'on veut. Mais ça peut changer, ça ou pas? Non, ça va. C'est très compliqué, parce qu'en fait, pour concevoir ces outils, mais surtout voir les outils industriellement, vous devez avoir accès à des technologies avancées. Il n'y a pas de technologie avancée européenne. Donc vous n'aurez pas accès aux paramètres, et si vous n'arrivez pas à avoir un partenariat avec un des fondeurs avancés, il n'y en a pas beaucoup, et ben vous ne faites rien. Une toute dernière question. Il ne faut pas se cacher derrière ça. Qui veut répondre à cette question qui s'affiche sur notre écran? Vous la lisez. Qui veut prendre, Bertrand? Je peux essayer d'y répondre. Donc, pour quelles raisons Raspberry et Arduino ne peuvent être utilisés pour créer et développer, innover rapidement? Je pense que c'est pour innover. Je pense que si on considère que l'innovation n'est pas toujours dans l'objet, mais parfois dans l'usage, et souvent il est dans l'usage d'ailleurs, c'est probablement des bonnes solutions. Si on souhaite en faire le prototype d'un objet industriel qui va servir à véhiculer le projet d'entreprise, c'est pas forcément une bonne solution, parce que en tous les cas, l'expérience a montré que dans beaucoup de cas, il y avait effectivement des problèmes de robustesse ou de fiabilité ou tout simplement d'industrialisation. Il y a beaucoup de composants en fait qui sont spécifiques au marché chinois sur ces plateformes-là. Donc si on veut se réapproprier ces schémas et ces données open source, on va devoir repartir de zéro en fait. On n'aura pas vraiment de solution pour le faire. Le mot de la fin, il nous reste 1 minute. Sylvain Guillet, je vous donne le micro sur ces enjeux de souveraineté. Vous me disiez, il faut admettre que la supply chain du semi-conducteur est mondiale, il faut penser de bout en bout, c'est ce que vous disiez. Oui, donc je pense que ça nous fait vraiment il faut admettre qu'une partie de la fabrication sera réalisée à l'étranger. Donc moi je ne peux qu'exhorter effectivement à penser au-delà finalement d'une filière franco-française et d'aller envisager effectivement les moyens de garder la souveraineté, y compris donc sur des technologies qui sont offshore.